À ce webinaire de présentation de l'appel Combiner les leviers opérationnels alternatifs aux produits phytopharmaceutiques de synthèse pour une protection intégrée des cultures. Je vous invite bien sûr donc à couper vos micros et à désactiver vos caméras en ne les activant que lorsque vous prendrez la parole. Merci d'avance. Donc c'est un webinaire qui est prévu sur une durée de 2 heures maximum, donc nous aurons fini avant 16 heures. Avec un ordre du jour en 3 temps. Donc tout d'abord une présentation des enjeux de l'appel en faveur d'Ecophyto par Antoine Legal au nom des copilotes ministériels, suivi d'une présentation de Jean-Claude Mallet de la DGAL sur les priorités de travaux de la commission des usages orphelins en relation avec cet appel à projet de recherche. Dans un second temps, nous aurons une présentation des enjeux scientifiques de l'appel par Antoine Messéan, qui est membre du CSORI, Comité scientifique d'orientation, recherche et innovation Ecophyto. Ensuite, nous verrons donc nous aurons un rappel des modalités pratiques et le webinaire se finira par un échange de questions-réponses sur le contenu de l'appel proprement dit. Je passe la parole à Antoine pour une présentation des enjeux de l'appel pour Ecophyto. Merci beaucoup, Sybille. Juste avant de commencer, est-ce que tu as précisé si le webinaire était bien enregistré ou pas? Non, tu as raison. Alors, le webinaire va être enregistré. S'il y en a certains d'entre vous qui s'opposent à l'enregistrement, merci de nous l'indiquer. On pourra, au besoin, tronquer au moment des prises de parole. Voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire. Ça sera diffusé sur Ecophytopic. Oui, le fait d'enregistrer permet de retrouver a posteriori pour des gens qui n'auraient pas pu se rendre disponibles aujourd'hui. Merci Sybille pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis Antoine Legal, je suis chargé de mission à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'Agriculture. Je participe au copilotage de l'axe recherche-innovation du plan Ecophyto, aux côtés de mes collègues ici présents, Enrique Barrioso pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Jordan Barlemont pour le ministère de la Santé et Anna Groot pour le ministère de la Transition écologique. Donc l'idée de mon intervention, c'est d'introduire rapidement les principales attentes des ministères vis-à-vis de cet appel à projet, et notamment en quoi ces travaux qui vont être financés pourront être utiles aux politiques publiques portées dans le cadre du plan Ecophyto. Mon propos sera complété par un expert invité, Jean-Claude Mallet, qui appartient à la Direction générale de l'alimentation et que je remercie pour sa présence. Et Jean-Claude va nous présenter une des annexes du texte de l'appel à projet, l'annexe 1 de mémoire. Il s'agit d'une liste des principales situations problématiques de bioagresseurs identifiées en France et pour lesquelles sont particulièrement attendus les travaux de recherche et d'innovation afin de trouver des solutions de gestion opérationnelle. Donc cette liste a été annexée à l'appel à projet parce que nous espérons pouvoir voir émerger des propositions de projets de recherche et d'innovation qui pourront aborder, s'attaquer à ces enjeux prioritaires, même si ce n'est pas un prérequis, bien sûr, pour candidater à l'appel à projet et d'autres situations peuvent être tout à fait justifiées. Donc, Sybille, si tu veux bien passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, je souhaitais rappeler que cet appel à projet de recherche et innovation prenait sa place dans le cadre du plan Ecophyto, qui finance à hauteur de 3 millions d'euros les recherches de cet appel à projet. Le plan Ecophyto a été lancé en 2008, après le Grenelle de l'environnement, en réponse à des attentes citoyennes fortes en matière de préservation de la santé humaine et de l'environnement. Il est piloté par 4 ministères, donc vous voyez les logos qui s'affichent sur la slide: agriculture, transition écologique, santé et enseignement supérieur et recherche. Les ambitions du plan ont été revues de manière épisodique, avec 3 moutures successives. Nous sommes actuellement à la 3e mouture lancée en 2019, qui s'appelle Ecophyto de plus, et celle-ci réaffirme les 2 principaux objectifs à la source du plan: parvenir à une réduction de 50% des utilisations des produits phytopharmaceutiques et contrôler de façon accrue les risques pour la santé et l'environnement liés à cette utilisation. Le plan Ecophyto se décline en 6 axes de travail, donc, dont un axe recherche et innovation, c'est celui qui opère l'appel à projet présenté aujourd'hui. Cet axe de recherche et innovation vise à améliorer les connaissances et les outils et à encourager la recherche et l'innovation pour parvenir à réaliser les objectifs du plan Ecophyto.
Cet axe est renforcé par l'appui du comité scientifique d'orientation recherche et innovation, et donc des membres, notamment Antoine Messiaen, va intervenir à la suite pour présenter les enjeux scientifiques de l'appel. Ce sont eux qui nous ont aidés à définir le cadrage scientifique de l'appel à projet. Et ce comité scientifique appuie donc les ministères dans l'élaboration d'une stratégie de recherche à laquelle prend part cet appel. Cette stratégie a pour but de produire des connaissances utiles aux acteurs et à l'évolution des différentes politiques publiques portées par Ecofito. Sybille, si tu peux lancer la seconde slide. Merci. Et donc, pour en revenir plus précisément aux attentes particulières vis-à-vis de l'appel à projet d'aujourd'hui, intitulé « Comment combiner les leviers alternatifs aux produits phytopharmaceutiques de synthèse pour une protection intégrée des cultures ». Alors, ce que je tenais à dire au départ, c'est que nous faisons face actuellement à deux grandes dynamiques de fond qui soulèvent de nombreux enjeux. Tout d'abord, il s'agit d'atteindre donc l'objectif affiché par Ecofito de moins 50% de l'utilisation des phytos, ce qui nécessitera une transition des systèmes de pratique qui dépassera la simple substitution entre molécules phyto et de nouveaux leviers pour aller vers une approche plus intégrée de la protection des cultures qui favorisera une démarche système et prophylactique qui reste cependant largement à déployer sur le terrain. Dans le même temps, et Jean-Claude pourrait y revenir aussi dans la suite, il existe une dynamique actuellement où les solutions phytopharmaceutiques de synthèse sont de moins en moins disponibles pour les agriculteurs, que ce soit en raison de retrait liés à la situation de dangerosité des molécules utilisées, ou bien parce que certaines molécules ne sont plus efficaces vis-à-vis de certains bioagresseurs, par exemple en lien avec l'apparition de résistance. Et donc, on voit les différents ministères qui portent Ecofito, et notamment le ministère de l'Agriculture, sont de plus en plus interpellés par les agriculteurs, par les filières, qui se sentent partiellement démunis pour répondre à de nouvelles situations de bioagresseurs ou des situations résurgentes, et ce, dans une grande diversité de contextes et de situations. Et ils expriment donc le besoin de voir apparaître de nouvelles solutions, de nouveaux leviers opérationnels qu'ils puissent facilement adopter. On entend souvent, par exemple, le cas de avoir des solutions disponibles en cours de ferme, pour pouvoir avoir des choses qui soient très opérationnelles et facilement adoptables par les agriculteurs compte tenu de leurs contraintes externes. Pour y répondre, bien sûr, Ecofito essaye de structurer la recherche et finance de nombreux projets pour développer de nouveaux leviers, de nouvelles alternatives. Ce n'est pas le seul outil qui est utilisé pour structurer la recherche, puisqu'on a aussi, bien sûr, les appels à projets du CASDAR, récemment le lancement du programme prioritaire de recherche Cultiver et protéger autrement, ou bien des actions qui sont en cours de lancement ou qui vont bientôt être lancées dans le cadre du plan de relance ou de France 2030, comme la stratégie d'accélération pour des systèmes et équipements agricoles durables. Donc, ces différents outils et instruments ont permis ou vont permettre de largement progresser sur de nouveaux leviers de gestion des bioagresseurs, que ce soit des leviers qui soient d'ordre agronomique, écologique, par exemple basés sur les régulations naturelles, ou qui s'appuient sur le biocontrôle, la génétique, le numérique et les agroéquipements. Néanmoins, il nous apparaît clairement, et au pouvoir public, que maîtriser à fond un levier sera insuffisant pour réussir une approche intégrée et dont on attend de surcroît qu'elle soit opérationnelle pour un agriculteur. Donc il s'agira de capitaliser pour nous, et c'est l'objet de l'appel à projet, sur les expériences passées ou à venir qui sont déployées autour de ces nouveaux leviers, toutes les recherches qui sont faites sur ces nouveaux leviers, pour ensuite favoriser des démarches de conception, de combinaison de leviers, dont les effets partiels, en combinaison ou en redondance, permettront d'être plus efficaces, fiables et robustes pour la gestion des bioagresseurs. Et il s'agira également, pour les travaux de cet appel à projet, de pouvoir éclairer les implicites autour des logiques de conception de ces combinaisons. Et ainsi, on espère que les connaissances qui seront produites pourront d'une part répondre immédiatement à l'enjeu de trouver des solutions opérationnelles dans des contextes problématiques spécifiques, mais aussi de progresser sur la capacité à porter auprès des différents acteurs des approches plus intégrées, ce qui fait encore défaut. On peut aussi penser que ces nouvelles connaissances pourront contribuer à alimenter la réflexion autour de la démarche de conseil stratégique des exploitants, afin de concevoir des systèmes plus adaptés à chacun et à leurs différents contextes. Et on se dit aussi que les connaissances pourront être utiles pour le déploiement d'outils de politique publique tels que les certificats d'économie de produits phytosanitaires dont l'approche reste encore largement centrée sur un levier pris indépendamment. Enfin, ces connaissances, on l'espère, pourront aussi permettre aux filières, notamment, de mieux s'emparer des problématiques transverses. On sait qu'il y a de nombreux enjeux bioagresseurs qui actuellement sont un peu entre guillemets en alerte rouge, qui posent de nombreux problèmes et qui sont communs finalement à différentes filières. On est par exemple mobilisé actuellement sur
les pucerons pour pouvoir régler les cas de vecteurs et viroses que les pucerons auxquels les pucerons peuvent conduire. On a aussi le cas, par exemple, des charrons sans grande culture, qui sont des bioréacteurs communs à différentes cultures. Et donc, on souhaite aussi pouvoir proposer, que les travaux qui répondront à cet appel à projet puissent contribuer à renforcer une approche qui soit plus intégrée entre filières, des approches aussi collectives ou à l'échelle des territoires qui pourront être pertinentes pour pouvoir porter une approche plus intégrée. Et donc, avant qu'Antoine Messéan, pour le CSERI, ne revienne sur le cadrage scientifique de l'appel, je vais maintenant laisser la parole à Jean-Claude Mallet. Et Jean-Claude va donc nous expliciter la liste des situations d'impasse bioagresseurs qui ont été identifiées par la commission des usages orphelins et qui pourront donc vous fournir autant de cas d'études sur lesquels des projets pourraient éventuellement se positionner. Donc, je vais passer la parole à Jean-Claude et si Sybille peut passer aussi la main à Jean-Claude pour qu'il puisse projeter son PowerPoint. Bonjour à tous, merci Antoine. Vous m'entendez là? C'est bon? On entend très bien et je pense que la main va te parvenir si Sybille ou alors, Damien. partager, je vais. OK. Je vais prendre le. Alors. Voilà, on voit si tu veux mettre en plein écran. Alors, je vais essayer de trouver le plein écran. J'ai une fenêtre qui m'embête. Bon. Si tu appuies sur F5, normalement, ça devrait passer en plein écran. Tu me dis contrôle? F5. Ou bien le petit écran qui est en bas à droite, sinon de la flèche. Oui, mais le petit écran qui est en bas à droite, alors attends, je vais faire affichage. Diaporama. Ah, zut. Le premier à partir du début, ce sera très bien. Voilà. C'est bon? Voilà, ok. Bon, merci à tous. Donc on m'a demandé de faire une présentation assez rapide de l'annexe qui est à l'appel au projet, appel à projet qui a été diffusé. Donc, moi, je vais d'abord vous présenter. Voilà. Donc, la commission des usages orphelins, c'est une commission dont j'assure le secrétariat, qui est et pour vous expliquer un peu comment sont remontés les projets. Donc, on a 3 étapes dans ce travail. Il y a d'abord le travail des groupes techniques par filière. Il y a actuellement 10 groupes techniques filières qui font le recensement des problèmes et des difficultés, les impasses techniques et qui proposent des solutions. Donc ça, c'est mes collègues experts par filière qui animent ces groupes filières avec les acteurs de terrain, c'est-à-dire qu'ils réunissent l'ensemble des personnes de différentes structures qui peuvent être concernées par ces problèmes phytosanitaires. Ces problèmes, ces aspects phytosanitaires, nous, on les synthétise et on les présente au comité technique opérationnel, qui est le CTOP, donc qui est un organisme d'experts qui, lui, va valider l'ensemble des points qui ont été soulevés par les filières, va en faire une synthèse et va élaborer un plan d'action pour justement apporter des solutions à ces problèmes rencontrés par les filières. Donc, on verra par la suite ce qu'il y a dans le plan d'action. Et enfin, le dernier point, le dernier étage, c'est la commission des usages orphelins, la CUO, où là, ce sont les professionnels, l'industrie, l'administration et l'ANSES qui y participent et où on valide et on pilote les actions. Donc, vous voyez que ce qui a été annexé à l'appel à projet est bien une remontée de terrain, c'est-à-dire les problèmes réels qui se posent sur le terrain. Alors, les priorités de travail. Donc, nous, compte tenu de la crise sanitaire, le CTOP a été repoussé.
à fin janvier 2022. Donc, le plan d'action sera validé lors du CTOP de janvier 2022. Un plan d'action, c'est un ensemble d'actions, des actions administratives, par exemple l'élaboration du catalogue des usages, un travail, par exemple, actuellement qui est conduit sur le regroupement possible des aspects phéromones pour l'inclusion européenne, également des aspects donc techniques qui incluent l'expérimentation pour apporter des réponses à court, voire à moyen terme aux solutions posées, et après des actions de recherche que l'on liste à plus long terme ou que l'on propose plutôt pour trouver des solutions alternatives sur le plus long terme. Alors, les priorités sont établies par les filières, validées par le CETP, elles seront actualisées et complétées pour la partie liée aux usages, puisque dans l'annexe à l'appel à projet, c'est plus la partie liée aux usages qui a été élaborée. Et enfin, on va proposer des actions de recherche beaucoup plus transversales au niveau filière pour avoir, dans le cadre des actions de recherche, avec des TRL plus de 1 à 3 ou de 1 à 4, pour avoir, faire des propositions pour que les filières puissent disposer sur le plus long terme de solutions autres alternatives. Alors, en résumé, les priorités de travail, je pense que la priorité des priorités, c'est tout ce qui va tourner autour des insectes, qui sont réellement une priorité majeure, liée à plusieurs phénomènes. D'abord, le retrait des substances actives. Il y a encore d'autres substances actives qui vont être retirées au niveau insecticide. Antoine parlait d'un plan tout à l'heure, Phosmet, par exemple, qui va être retiré en 2022, mais également sur le plus long terme, des substances actives qui vont être retirées et qui actuellement permettent de contrôler une majorité d'insectes. On a un autre problème, c'est quand même les insectes émergents, hein, donc on est sous pression parasitaire permanente. Il ne vous échappe pas que Drosophila suzuki va fêter à peu près ses 10 ans d'introduction, mais également, vous vous souvenez peut-être de Tuta absoluta, et vous allez peut-être entendre parler de Bactrocera dorsalis, qui est déjà très présent sur l'île de la Réunion. Donc ça, c'est un autre aspect également à prendre en compte. Les évolutions réglementaires, avec tout ce qui est pris comme décision autour de la protection des pollinisateurs, qui va fatalement impacter les orientations de lutte. Alors, on a quelques exemples à produire. C'est les coléoptères phytophages, les pucerons, les mouches des fruits, les insectes du sol. Alors, il y a déjà des programmes de recherche qui sont déjà amorcés là-dessus, qui peut-être sur le long terme apporteront des solutions. Les annexes qui ont été dressées dans la note qui a été publiée détaillent l'ensemble de ces problèmes par filière. On va citer également des points qui ne sont pas souvent cités, mais par exemple les vertébrés nuisibles aux cultures, avec une recrudescence en particulier des rongeurs, des petits rongeurs et des plus gros rongeurs d'ailleurs, qui soit occasionnent des maladies à l'homme, comme la leptospirose, dans les situations des DOM, soit des dégâts aux cultures, pardon, dans les situations plus métropolitaines avec les campagnols, mais également les problèmes de gros gibier qui occasionnent de gros dégâts sur les cultures, les problèmes d'oiseaux aussi. Ensuite, on a un problème de gestion de désherbage, c'est la gestion des plantes toxiques et des vivaces, et le défanage aussi bien de la pomme de terre que des porte-graines, qui peut menacer toute une filière, d'excellence d'ailleurs française. Et enfin, les maladies et les bactérioses, tavelure, cercosporiose, mildiou, etc., qui sont également très présentes et très problématiques au niveau des filières. Voilà, je vous ai cité quelques exemples dont on a dressé
une liste en annexe de la note qui a été faite en la développant. Ça va être mis à jour en janvier 2022 et elle sera complétée, mais je pense qu'il y a là une base de choix, une base de travail qui est tout à fait utile. Voilà, je me tiens maintenant à votre disposition pour un certain nombre de questions. S'il y avait des questions, parce que moi je serais obligé de vous laisser parce que j'ai une autre réunion qui va démarrer, mais je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Voilà, merci de votre attention. Ah, merci Jean-Claude. Du coup, on peut prendre quelques questions sur ton intervention, effectivement, s'il y en a dès maintenant, avant de passer à la suite avec Antoine Messéan. Donc, s'il y a des questions, je laisse. Alors, ça peut être soit par le chat, soit des gens qui souhaitent prendre la parole et qui allument leur caméra, qui posent leurs questions. Merci à vous. Après, je peux également répondre plus tard aux questions via Antoine et on peut rediffuser après. Tout à fait. Si dans la discussion de l'après-midi, il viennent des questions. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques liées soit à mon intervention, soit à l'intervention de Jean-Claude? Bon, bah, tout était clair, je crois, Jean-Claude. Donc, merci beaucoup à toi pour ton intervention. S'il y a des questions qui apparaissent, effectivement, Merci à on vous te de les votre écoute. reportera. Ok, Merci à merci toi. beaucoup, à bientôt, au revoir. On va passer la parole du coup à Antoine Messéan pour le comité scientifique d'orientation recherche et innovation afin d'évoquer le cadrage scientifique de l'appel à projet. Bien, bonjour à tous. Merci Antoine. Donc je vais me faire le porte-parole du CSORI et en particulier du groupe de travail qui a élaboré cet appel à proposition. Alors, Sybille, tu passes la diapo suivante. Alors, je vais être assez rapide pour prendre plutôt les questions ensuite. J'imagine qu'il y en a beaucoup, car je voudrais dire d'emblée que cet appel à proposition, à projet est un pari. Nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait des communautés de recherche bien établies pour traiter de nos interrogations. Donc, mais on est là pour en discuter. Vous avez tous lu l'appel à projet, donc je vais simplement le résumer. Donc, en termes de contexte, on vient d'évoquer, je ne le rappelle pas, les évolutions réglementaires sur le retrait des substances actives qui obligent à anticiper des éléments de contexte. Et cette question d'anticipation, elle va être au cœur de l'appel. Donc, très rapidement, bon, évidemment, je pense que nous sommes tous convaincus que la question de la réduction des pesticides, ça ne se résume pas à une simple substitution. D'une part, les solutions alternatives ne seront jamais aussi simples, aussi faciles et aussi efficaces et aussi bon marché que les pesticides. Donc, il faut aller au-delà. Également parce que la dépendance au contexte est plus forte. Donc, il n'y a pas de solution clé en main. On a beaucoup travaillé sur des approches systèmes, mais ces approches systèmes nécessitent d'être adaptées au contexte de chaque exploitation agricole, comme l'a indiqué Antoine. Sachant qu'il y a une diversification accrue à la fois des exploitations agricoles, mais aussi des contextes de filières, des marchés. Voilà. Troisième point qui est probablement le plus important en termes d'incertitude, c'est le changement climatique, le dérèglement climatique que l'on observe maintenant de façon, c'est pas demain, c'est déjà en marche. Et puis également, quand on parle de transition agroécologique et de réduction des produits phytosanitaires, d'usage, ça implique qu'il y a un recours accru aux facteurs de production endogènes, aux régulations biologiques qui, par définition, sont aussi beaucoup plus diverses et dépendantes du contexte local. Et donc, ces deux aspects, changement climatique sur la dimension temporelle et puis la transition agroécologique sur une dimension plus à la fois
spatiale et temporelle, ça accroît l'incertitude. Et donc, il faut à la fois essayer d'anticiper, de construire des systèmes robustes, mais continuer à s'adapter. Les agriculteurs doivent s'adapter à des conditions qui sont perturbées, qui n'ont pas été observées avant. Donc, on n'a pas pu mettre au point des solutions adaptées aux nouvelles conditions. Et alors évidemment, quand on parle d'approche système, on peut penser des systèmes et des combinaisons de solutions qui soient plus robustes et qui permettent justement de faire face à ces perturbations, à cette incertitude, donc perturbations climatiques ou perturbations en termes de pression biotique, invasion biologique. Mais quoi qu'il en soit, il restera toujours à s'adapter tactiquement. Donc là, on perçoit, donc encore une fois, c'est un pari, qu'il y a une remise en cause profonde de la façon dont on fait de la recherche derrière la transition agroécologique et puis cet objectif de réduction des produits phytosanitaires. Et donc, avec cette tension entre approche systémique et pilotage dynamique, et puis donc la conviction qu'il faut développer de nouveaux concepts, de nouvelles approches scientifiques, sachant que les références que l'on acquiert aujourd'hui sont pas directement opérationnelles compte tenu de cette incertitude. Bon, voilà, on pourra en discuter. On passe à la suivante, oui. Alors, deuxième point important, on a évoqué les usages orphelins, mais nous avons la conviction qu'il existe déjà beaucoup d'initiatives, de projets de recherche dans lesquels on raisonne, bon, on aborde ces approches systémiques et on aborde la combinaison de leviers. On le dit depuis assez longtemps. Et donc, il y a beaucoup de projets qui abordent ça ou d'initiatives. Mais ce que l'on pense, c'est que les leviers sont combinés dans la plupart des projets. Antoine a mentionné le PPR, cultiver, protéger autrement. On peut penser à Défi XP, mais aussi à des projets européens. Mais ce n'est en général pas l'objet central de recherche. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de trouver des solutions, de combiner. Mais la façon de penser les combinaisons n'est pas le cœur de ces projets. Alors, dans Défi XP, par exemple, il y a la nécessité de justifier la combinaison de leviers, mais ça reste toujours avec une visée opérationnelle. Et c'est un peu ça notre point de départ, se dire il y a des combinaisons de leviers à effet partiel, mais les éléments qui conduisent la logique en fait d'assemblage n'est pas forcément explicite. Ils ne sont pas toujours pensés conjointement, notamment en ce qui concerne les interactions entre les leviers et éventuellement les chevauchements ou les effets qui sont déjà obtenus par d'autres leviers. On raisonne plutôt globalement et pas en termes d'optimisation de la combinaison. Donc c'est un peu ça le point de départ. Et puis bon également quand même, si on doit s'appuyer sur ces projets existants, il y a des systèmes et des filières qui sont non couverts par les projets actuels. Et puis il y a, comme on vient de le voir, l'anticipation sur les problèmes qui émergent, enfin qui ont déjà émergé et qui sont émergents. Voilà un peu donc les questions. Donc on se dit que par rapport à ces projets existants, de penser, de les regarder, de se dire comment se pense l'assemblage dans ces projets. Est-ce qu'il y a des leviers qui sont privilégiés ou au contraire ignorés? Et comment ensuite on peut construire à partir de là des concepts d'intégration ou prédire l'impact de combinaison de leviers, ensuite les suivre dans le temps. Voilà, donc c'est un peu un certain nombre de questions de départ. Alors, on a essayé de structurer ça, diapo suivante, en objectifs. Et donc, les objectifs généraux, c'est avant tout, on voudrait insister là-dessus, de fournir des clés méthodologiques. Donc, c'est un appel qui est très méthodologique de réflexion sur la façon de penser la combinaison de leviers et effets partiels.
Et néanmoins, objectif 2, on l'a vu, en raison de la pression, c'est si possible d'arriver à développer et à mettre au point des combinaisons de leviers durables en alternative. Donc il y a un peu cette tension entre les deux objectifs, mais l'entrée principale, elle est méthodologique. Et voilà, donc trois points là-dessus. Bon, un, appui sur projet existant, je l'ai déjà dit, mais également de nouveaux projets sur des situations qui ne sont pas traitées actuellement. Un accent particulier sur la modélisation des effets des combinaisons. Donc, est-ce qu'on est capable de prédire c'est l'impact de combinaisons d'effets de méthodes à effet partiel. Et puis, on voit bien que dans ces combinaisons et dans la façon de les penser, il y a un critère qui va être essentiel, c'est les effets, donc l'évaluation des effets individuels et combinés. Et de ce point de vue-là, ça renvoie à l'appel à proposition durabilité avec les projets qui sont en cours dans un appel d'offres. Donc on a essayé de compléter ce qui est déjà traité en termes de durabilité avec cette combinaison de leviers. Diapo suivante. Donc ces objectifs se déclinent en fait en quatre axes thématiques. Un premier axe qu'on pourrait qualifier de capitalisation des expériences que l'on a sur les logiques d'assemblage. Un deuxième axe sur la structuration de la proposition on pourrait appeler une conceptualisation, une proposition de méthodologie de conception et d'analyse des combinaisons, pas uniquement exemptées, pour ensuite évidemment mettre à disposition ces méthodes de conception au travers d'outils de pilotage qui soient directement utilisables par les acteurs. Et enfin, dernier axe, la logique, c'est d'essayer d'identifier s'il y a des verrous, des obstacles à la diffusion de tels outils. On va y revenir en détail. Diapo suivante. Donc le premier point sur capitalisation et réflexivité, on pourrait dire, donc essentiellement à partir de projets existants ou de projets qui seraient plus particulièrement mis en œuvre sur des situations non traitées jusqu'à présent. Donc sur le cadrage conceptuel et puis sur la façon de se projeter à partir de ce cadrage conceptuel sur des situations nouvelles ou dans des contextes, d'autres contextes actuels ou futurs. Donc là, c'est une phase de capitalisation, réflexivité. Deuxième thème, sur les méthodologies de conception. Donc, développement de méthodologies de conception et d'analyse des combinaisons. Donc, comment modéliser les effets attendus de la combinaison, le potentiel de viabilité de telle ou telle combinaison de leviers. Donc là, c'est là où il y a un lien étroit avec des projets et l'appel durabilité. Comment on suit la pertinence des combinaisons retenues, parce qu'on voit bien qu'il y a toujours une idée de concevoir a priori, mais qu'ensuite il faut s'adapter en permanence, compte tenu de l'incertitude accrue liée à cette pression biotique et puis au changement climatique. La question de la redondance, c'est ce que j'évoquais au début, qui est assez peu évoquée. Donc, s'il y a redondance, est-ce qu'on peut optimiser les leviers? Et puis, comment évaluer les gains en robustesse, donc par rapport à des pressions climatiques ou des pressions biotiques. Troisième axe, je vais très vite parce que je vais laisser la place aux questions. Donc, à partir du moment où on a proposé des méthodes, comment les mettre en œuvre sous la forme d'outils opérationnels. Donc, l'appel couvre également des outils de simulation, des guides méthodologiques ou des outils d'aide à la conception qui seraient proposés aux acteurs de terrain et puis évidemment de les avoir testés dans des cas d'études. Dernier point, très rapidement, donc sur les politiques publiques, recommandations aux politiques publiques, il est probable
que même si on était capable de mettre au point un arsenal de méthodes et d'outils pour aider à la conception, à la combinaison de leviers effets partiels dans des contextes très, très spécifiques, qu'il y ait des verrous à différents niveaux. On peut penser que la combinaison, enfin en termes de réglementation, la façon dont les variétés végétales sont réglementées, sont inscrites, se fait en général indépendamment de la mise à disposition d'autres leviers comme des solutions de biocontrôle. Et ça peut créer des obstacles spécifiques, mais on peut aussi parler du conseil, dans quelle mesure le conseil stratégique intègre aussi ces combinaisons de leviers et qu'il y a peut-être là des verrous dans la façon dont le conseil est organisé et ainsi de suite. Donc ça fait partie aussi du périmètre puisque c'est une façon levée des verrous au niveau socio-technique devrait permettre d'accélérer la diffusion des outils. Le diapo suivante, Sybille. Alors sur le type de projet, le type de livrable, on sait dans le texte, hein, donc c'est assez large, c'est surtout des méthodologies, des outils, mais aussi des exemples de pratiques ou de combinaisons de leviers. Je pense qu'il y en a un que je voudrais ajouter aussi, justement ces recommandations aux politiques publiques là, qui peuvent faire l'objet d'un livrable spécifique. Recommandations au pouvoir public pour accélérer, faciliter la diffusion de ces méthodologies. Diapo suivante, et je crois que c'est la dernière. Alors, sur le consortium de recherche, comme je l'ai dit, on n'a pas nécessairement identifié, c'est très ouvert, l'appel à projet est très ouvert. Bon, vous voyez, il y a ces 4 orientations, donc capitalisation, réflexivité, conceptualisation, outillage et puis diffusion et recommandations au pouvoir public. Il est probable qu'on a besoin dans les projets d'avoir à la fois des concepteurs, plutôt du point de vue scientifique, mais aussi des acteurs qui sont porteurs de leviers, et notamment des difficultés pour les mettre en œuvre, des modélisateurs, et puis du point de vue des disciplines, couvrir différentes disciplines. Mais c'est, comme je le dis, les communautés ne sont pas identifiées a priori. Donc il y a un pari sur la capacité des équipes qui sont engagées dans ces combinaisons à pouvoir traiter de ces questions un peu méta, j'allais dire, de conceptualisation. Et puis, il est possible, mais ça on verra après les lettres d'intention, qu'il y ait besoin d'une animation transversale assez forte de la part du CSORI pour accompagner cette réflexion, puisque c'est, bon, quand on dit qu'il faut changer la façon de faire de la recherche, c'est vite dit, mais c'est un défi pour nous tous. Et voilà, donc c'est probablement quelque chose qu'on doit faire collectivement, mais on pourra examiner dans quelle mesure l'animation transversale devra être adaptée après le retour des lettres d'intention. Voilà ce que je voulais dire. Mais ensuite, je pense qu'il y aura des questions. Merci beaucoup, Antoine. Avant de passer aux questions, je voulais proposer une petite séquence sur les modalités pratiques. Donc, tout d'abord, rappeler que les projets ont une durée maximum de 36 mois et un montant de l'aide qui ne devra pas dépasser 400 000 €. Et faire un rappel donc, sur le calendrier. Toutes ces informations-là, elles sont présentes dans le texte de l'appel à projet que vous pouvez retrouver sur Ecofitopic. On pourra vous redonner le lien dans le chat. Donc, les lettres, donc c'est un appel qui se fait en 2 temps. Donc, un premier temps, ça va être le dépôt et l'évaluation de lettres d'intention. Et la deuxième partie, une fois que ces lettres d'intention auront été sélectionnées, c'est le dépôt d'un projet complet qui sera à son tour évalué. Donc les lettres d'intention, elles sont attendues pour le 28 février de cette année. Et donc pareil, vous pourrez retrouver le lien vers le site de dépôt sur le démarche simplifiée sur Ecofitopic. On pourra aussi vous redonner les liens dans le chat. Donc les lettres d'intention seront évaluées dans le courant du mois de mars. Le 19 avril, il y aura un séminaire d'échange entre les porteurs de projets dont les lettres d'intention auront été sélectionnées
et les membres du CSERI sur le contenu de ces lettres d'intention pour les faire éventuellement évoluer. Ensuite, on aura donc une date de dépôt des projets complets attendus pour le 16 juin. Ensuite, donc, les projets complets seront évalués de juin à septembre 2022 et la contractualisation avec l'Office français de la biodiversité, qui est le financeur, est prévue au cours du deuxième trimestre de cette année. Voilà pour les éléments de calendrier. Donc, les attendus concernant la lettre d'intention, donc voilà, je vous ai remis ici le lien vers la démarche simplifiée. Donc, elles sont attendues pour le 28 février, je le répète. Et donc, la lettre d'intention, donc c'est un format assez concis en fait de votre projet. Ensuite, les éléments plus détaillés vous seront demandés au moment du projet complet. Et donc, tout est exposé ici. Je ne vais pas reprendre tous les éléments, mais voilà, on a un certain nombre d'items qui vous sont demandés avec un nombre de caractères requis. Et on vous a donné ici le lien vers la page Ecofitopic de l'appel, avec notamment le texte de l'appel à projet de recherche. Alors, pour tout ce qui relève des questions administratives et financières, on a une foire aux questions qui a déjà été établie. Et donc, vous pouvez la retrouver sur Ecofitopic. On vous redonnera le lien dans le chat. Et donc, si vous avez des questions relatives à ces sujets, d'autres questions qui ne sont pas présentes dans la FAQ, n'hésitez pas à nous contacter. Damien Corazzi ou moi-même, donc à l'adresse générique de l'animation de l'axe recherche et innovation, qui est indiquée ici. Voilà, et puis donc maintenant, je laisse la place aux questions. Donc voilà, c'est un temps d'échange sur les questions vraiment sur le contenu scientifique de l'appel. Tout ce qui relève des questions administratives et financières, n'hésitez pas à nous les poser par mail. Voilà, la parole est à vous. Merci pour votre attention. Alors, vous pouvez poser vos questions soit si vous voulez prendre la parole en direct, vous pouvez allumer votre caméra pour qu'on vous voit. Et puis, sinon, vous pouvez aussi poser vos questions par chat. Camille? Bon, moi, je n'avais pas forcément de questions. En tout cas, je remercie Antoine là, pour l'exposé qui était très clair. Après, voilà, effectivement, c'est vrai qu'on tourne beaucoup autour du pot là, depuis quelques temps là, sur comment changer aussi la recherche, etc. Bon, je pense que, en tout cas, l'action Ecofitopie qui participe, hein, puisque on est quand même toujours dans ce côté de multi-acteurs et puis d'essayer de voir comment mieux transférer aussi les résultats de recherche. Mais c'est vrai que, voilà, à un moment donné, il faudrait que les instances aussi s'en saisissent peut-être un peu plus, que ce soit l'université ou l'INRAE, etc., pour voir comment on peut effectivement modifier les pratiques de recherche pour aller plus loin dans l'accompagnement, dans la co-construction, voilà, de projets. Donc là, c'était pas vraiment une question, c'était plus, voilà, j'espère qu'effectivement, assez rapidement, on va prendre la mesure dans les différents instituts et universités, voilà, pour effectivement être plus efficace. Parce que là, c'est vrai qu'on voit que maintenant, il faut réussir à rapidement maintenant changer les pratiques, voilà, pour pouvoir mieux travailler avec les agriculteurs. Si Camille, est-ce qu'il y a d'autres réactions ou de questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, Paul Tovel de l'Institut technique de la betterave. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Très bien, merci. Oui. La question que je me posais, parce qu'entre la présentation de Antoine Legal et de Antoine Messéan, en tout cas, j'ai pas forcément
compris tout à fait la même chose. J'avais l'impression dans le discours, dans le premier discours, qu'on avait vraiment un besoin d'opérationnalité et que vraiment l'accent était mis là-dessus. Et dans la présentation d'Antoine Messan, j'avais plus l'impression que on va dire l'accent était mis sur le premier aspect qui était plutôt méthodologique et travailler la méthodologie de l'évaluation de combinaison de leviers. Alors, il faut les deux, il faut l'un des deux, ou il faut surtout la combinaison, enfin le travail d'évaluation de combinaison de leviers. Je peux éventuellement commencer. Je pense qu'il faut retenir surtout ce que Antoine Messan a dit, puisque c'est vraiment ça l'enjeu scientifique de l'appel, et donc c'est de pouvoir progresser notamment et en priorité sur les enjeux méthodologiques, sachant que l'attendu derrière pour les politiques publiques, c'est de pouvoir progresser en opérationnalité. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avant tout y passer par un enjeu aussi méthodologique. Puisqu'on sait qu'on a dit, il y a quand même déjà beaucoup d'initiatives qui s'intéressent au levier. On a un besoin qui est fort d'opérationnaliser les leviers, donc il y a plein d'initiatives qui s'y attaquent. Celle-ci l'appel à projet présent peut être aussi un moyen pour développer des leviers dans des situations particulières, soit d'intérêt très spécifiques, comme l'a décrit Jean-Claude Mallet, soit sur des situations qui n'ont pas encore été abordées. Mais l'enjeu principal de l'appel, c'est bien de pouvoir s'attaquer à la problématique méthodologique de comment on combine efficacement les leviers. Ok, merci. Ouais, je crois que c'est. Merci pour la question, parce que j'avais cette tension, on la ressent aussi au niveau du CSORI, et il y a à la fois une injonction politique qui est de plus en plus forte, et un contexte qui est de plus en plus pressant. Hein. On voit bien au niveau de la réglementation que la restriction sur les matières actives, mais aussi le climat. Et en fait, nous, on a une entrée après méthodologique. Donc, je m'étais dit, là, après l'introduction, qu'effectivement, il y a cette question allait sortir. Donc, merci de l'avoir posée. Ça nous permet de clarifier. Et c'est ce que vient de dire Antoine. En fait, si vous prenez les usages orphelins, bon, c'est pas nouveau. Hein. Jean-Claude Mallet travaille depuis très longtemps. Et la recherche a essayé, il travaille aussi, et le plus souvent, on court après des impasses en proposant des solutions, et c'est souvent en termes de substitution. Bon, et on se rend bien compte que on va toujours courir après. On ne sait pas ce qui nous attend demain. On l'a dit, là, de nouveaux retraits, des insectes émergents, donc des problèmes émergents qui risquent de s'accélérer, puis surtout de se décliner de façon très différente dans l'espace. Et du coup, la façon un peu traditionnelle que l'on a, dire bon voilà, on a un problème, et puis on a le temps de la recherche pour trouver une solution, puis ensuite on la diffuser, c'est terminé, quoi. C'est un peu ça qu'il y a derrière l'idée de changer la façon de faire de la recherche, parce qu'on a plus, tout s'accélère. Ça se diversifie dans l'espace, mais ça s'accélère aussi dans le temps. Et donc, comment on fait? C'est pour ça que je disais que c'est un pari, parce qu'on n'a pas forcément de solution. Mais du coup, alors ça peut paraître un peu paradoxal, effectivement, de dire pour être très opérationnel, il va falloir repasser par ce détour méthodologique. Mais c'est notre conviction, et c'est un pari qu'il faut réoutiller la recherche-développement, hein, avec les acteurs de terrain, notamment avec beaucoup plus de co-innovation, pour redéfinir oui, un cadre méthodologique et des outils qui vont permettre de s'ajuster beaucoup plus rapidement à des situations nouvelles. Alors, il y a une question dans le chat là, de Jean-Albert Fougereux sur effectivement la difficulté à traiter la notion de méthodologie de combinaison de leviers dans le cas des usages mineurs soulevés. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est le pari qu'on veut relever avec vous. Et il est probable que le séminaire de co-construction, ce qu'on appelle co-construction, sera peut-être plus important pour cet appel que pour les appels précédents, en termes de réflexion collective sur ce qu'il est possible de faire, sur les difficultés rencontrées pour traiter des axes. Et à ce moment-là, je pense que ce sera une discussion
essentiels pour orienter la deuxième phase de l'appel. Bon. Bonjour, Marc Gallien, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, on Marc, t'entend. on t'entend. Alors, j'ai peut-être raté quelques épisodes, mais c'est pas grave, je pose ma question quand même. Est-ce que dans les appels, il sera, ou comment la recherche participative pourrait être, comment je dirais, ou est-ce que la recherche participative peut être aussi acceptée dans les projets qui seront présentés, dans les lettres d'intention, les projets? Il me semble que ça serait peut-être un des moyens aussi de faire participer davantage, et pas forcément que les producteurs d'ailleurs, peut-être aussi un certain nombre d'acteurs intermédiaires. Et est-ce que ça serait intéressant, et en quoi ça pourrait être intéressant? Alors, je pense que dans le texte, je crois que je l'ai mentionné rapidement, effectivement, les acteurs de terrain font partie des consortiums, c'est indispensable, mais non pas pour traiter un problème spécifique à un endroit donné, mais parce qu'on a la conviction que pour construire ce cadre méthodo, on a besoin de prendre en compte les contraintes des acteurs de terrain. Et donc, c'est de les amener aussi à contribuer à cette construction méthodologique. Ça ne relève pas que de la dimension scientifique ou académique. Bon, il y a toute la recherche appliquée qui se coltine au jour le jour à la fois cette tension d'essayer de résoudre les problèmes du moment, tout en essayant d'avoir des solutions qui soient un peu plus génériques et qui puissent ensuite être réutilisées, adaptées assez facilement. Et c'est pour ça qu'on a besoin dans la construction de ce cadre conceptuel. Ça répond à la question, Et tu Marc? vois, Antoine, par exemple. Ouais. Oui, mais tu vois pourquoi je te pose la question, pourquoi je la pose comme ça, parce que quand je vois le travail qui est fait notamment en région, dans les groupes d'agriculteurs, je parle souvent des GIE et autres, on voit vite qu'ils savent tout à fait et rapidement maîtriser des outils de communication, des réseaux, et ça échange très très vite. Ils sont en permanence sur le terrain et il y a des échanges qui sont vraiment très rapides et avec derrière des retours assez immédiats aussi. Et on voit combien ça marche parfois entre eux. Et souvent, ceux qui maîtrisent ces sujets-là ont souvent un petit cran d'avance sur les autres en matière je dirais, de pratique, d'évolution des pratiques, de changement de pratiques, d'adaptation, etc. On voit bien que c'est quelque chose qui est vraiment, en particulier pour les plus jeunes, c'est vraiment des outils qu'ils maîtrisent très très bien. Et je pense que ça, on pourrait aussi capitaliser là-dessus. Oui, sur la diffusion, oui, mais sur ce qui peut manquer, c'est la capitalisation justement du point de vue méthodologique de ces expériences locales, quoi. Enfin, moi, ça me frappe beaucoup dans les GI2E et les groupes opérationnels du PEI Agri. Alors, il peut quelquefois aussi la nécessité d'avoir un outillage, un appui méthodologique, mais bon, là, on l'aura. Mais c'est plutôt dans le sens inverse, effectivement, de capitalisation à partir des expériences pour alimenter ce cadre. Encore une fois, c'est voilà, ce que je dis est un peu théorique, mais on constate qu'effectivement ce lien se fait pas toujours très bien. Maintenant, est-ce qu'il est faisable? C'est justement le pari. Ah oui. Merci. Il y a d'autres questions, d'autres interventions? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose peut-être qu'on clôture la session. Donc là, l'enregistrement sera publié sur Copitopic pour ceux qui n'ont pas eu le temps de... Excuse-moi, j'avais une question, s'il est encore temps.
Oui, bien sûr, oui. C'est Jean-Albert Fougerot de la FNAMS à nouveau. Je voulais évoquer, alors merci Antoine Antoine Messiaen pour la réponse à la question concernant la difficulté de traiter la combinaison de levier pour des cultures mineures pour lesquelles on aurait pour l'instant malheureusement pas vraiment de levier à assembler. Je comprends bien la difficulté de l'exercice dans lequel on se trouve ici. Ma question là, est portée sur un autre sujet. C'est le cas des coléoptères que Jean-Claude Mallet a évoqué là, dans sa petite présentation, en précisant qu'il y a finalement pas mal de cultures qui sont touchées aujourd'hui avec ces ravageurs. Et ma question, c'est est-ce que on pourrait imaginer que INRAE coordonne un peu une réflexion interfilière sur ce problème? Alors peut-être justement sous l'angle quel levier et quelle combinaison de leviers en termes de stratégie, mais il me semble que c'est un sujet aujourd'hui extrêmement stratégique pour de nombreuses filières et qui mériterait sans doute une approche interculture, interfilière. Et je pense que, pour moi, ce serait bien qu'INRAE essaye de nous aider tous un peu collectivement à avancer sur ce problème, parce que en fait, on essaye de traiter à la fois des questions de biodiversité fonctionnelle, de plans de service, de plans de pièges, de biocontrôle, parfois de résistance variétale, etc., d'écologie chimique également. Mais tout ça avance un petit peu chacun dans son coin, et il me semble que ce sujet est suffisamment important et stratégique pour qu'il puisse être à l'origine d'une réflexion un peu commune et interfilière. Voilà. Merci. Jean-Albert, tu lances un appel à INRAE, mais je pense que la question que tu soulèves, il faudrait y réfléchir, mais on rentre dans le cadre de l'appel. Je pense que d'insister sur la dimension interfilière est importante, hein, et c'est couvert par l'appel, hein, où on parle de territoire, et à partir du moment où c'est pertinent, où la combinaison de leviers ne concerne pas qu'une seule filière, je pense que c'est éligible. Donc il faut peut-être instruire dans le cadre de cet appel. Ok, merci pour cette réponse favorable. C'est une invitation. Cet encouragement. Oui, c'est un encouragement mobilisé. Pas... Il y a une question dans le chat, là. C'est pour vous, Sybille, Antoine? Ah oui, est-ce qu'un partenaire italien peut prétendre à percevoir de l'argent dans le cadre de l'appel d'offres? C'est une bonne question. Peut-être que Sybille, tu as la réponse dans la foire aux questions. Cette question a déjà été posée. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse là précise, mais on pourra, le cas échéant, vérifier auprès de l'OFB, qui est le financeur et de ses règles financières, et le rajouter si ce n'est pas déjà inscrit dans la foire aux questions. Et des sujets GEVI tels que le biocontrôle de la pyrale du buis ou des ravageurs des palmiers font-ils partie de cet appel d'offres? Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais je pense qu'on peut effectivement... les GEVI sont aussi un enjeu d'éco-phyto, donc on peut accepter ce genre de proposition. Je pense que si ça vient consolider la réflexion sur les méthodologies, ou de vérifier que ce qu'on a pu mettre au point comme méthode dans un secteur des grandes cultures pourrait également s'appliquer, ou inversement. Donc a priori, oui, à partir du moment où ça permet de contribuer aux objectifs de l'appel.
Alors, sur la question suivante, articulation, quelle articulation attendez-vous, imaginez-vous, avec les dispositifs existants, notamment sur les questions méthodologiques? Bon, comme je l'indiquais, ces projets, notamment bon, des FIXP, qui est plutôt un réseau, ou les projets du PPR, cultiver et protéger autrement, abordent cette combinaison de leviers. Et pour nous, il est clair que là, on a un corpus de connaissances et de données tout à fait riche, et que, sans exclure que l'on traite de nouvelles situations ou qu'on lance de nouveaux projets de combinaison de leviers, nous souhaitons que ces projets existants, s'ils le souhaitent, candidatent et pour aborder les questions spécifiques de l'appel. Alors, probablement pas individuellement, mais sur des projets, plusieurs projets PPR, peut-être avec des projets européens. À partir du moment où on a traité de cette question de combinaison de leviers, alors il y a des projets PPR qui traitent plusieurs situations différentes. D'autres traitent peut-être d'une seule situation, mais de mettre en commun entre plusieurs projets des situations qui traitent de la combinaison de leviers et cadre de l'axe 1, de se poser la question de comment était pensé l'assemblage dans ces différentes situations, dans ces différents projets, et de gagner en généricité, ça c'est tout à fait attendu. Et ça nous semble être une voie privilégiée, dans la mesure où on a déjà, ces projets existent, et donc il n'y a pas besoin de produire de nouvelles connaissances. Enfin, ils produisent des connaissances, et donc on pourrait poser cette question de l'assemblage sur des projets existants. Ça, c'est tout à fait une entrée privilégiée. Bon, défi XP, où je l'ai rappelé, il y a déjà une réflexion sur les logiques d'assemblage des leviers dans ce qui s'appelle le système de décision, d'essayer de capitaliser et d'en tirer des enseignements sur comment ça pourrait être appliqué ensuite à d'autres situations, et surtout en réaction à des évolutions dynamiques. Oui, donc c'est vraiment une entrée privilégiée. Alors comment ça va se passer? Ce sont des projets nouveaux, mais qui doivent faire valoir le fait que des projets existants ont déjà un corpus de connaissances tout à fait utile pour traiter des questions de l'appel. Merci pour ces questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête? N'hésitez pas à les poser. Oui, c'est fait pour moi, là, Philippe Cousinier. Oui. Pour l'enseignement agricole que je représente, voilà, c'est toujours un point de difficulté. Comment fait-on pour accrocher des consortiums de recherche, sachant que l'enseignement, bon, est parfois vu de très haut. Voilà, donc c'est peut-être pas de réponse, mais en tout cas une préoccupation. C'est une bonne question. Philippe, ton constat, c'est que le lien avec les projets de recherche existants ne se fait pas bien, enfin, entre l'enseignement et les projets de recherche? Alors, bon, c'est déjà vrai sur les cases d'art. On a un vrai souci parce que souvent, on raccroche l'enseignement en fin de parcours et c'est trop tard. Mais quand c'est fait en amont, bon, on a des expériences qui fonctionnent, quoi. Donc, toute la difficulté, c'est comment assurer une meilleure coordination entre l'ensemble de nos exploitations. Il y en a 193. On est présent partout. Moi, j'en suis 13 dans les DOM et les TOM, donc plus toutes celles de métropole. Mais voilà, on est tout le temps confronté à cette difficulté.
Les lycées n'ont pas forcément le temps ni la main-d'œuvre pour le faire, sauf quand ils mettent les moyens. Mais voilà, je n'ai pas de réponse idéale. Mm. Non, mais les lycées mettent en œuvre des combinaisons de levier, mais n'ont pas forcément les ressources pour prendre ce recul. Moi, C'est ça. la solution, alors, bon, prendre ce recul, fois dès la lettre d'intention ou après, c'est s'il y a des enseignements à tirer de la façon dont ces combinaisons sont mises en œuvre dans les lycées, ça rend donc, dès maintenant l'intention. Alors Antoine, on perd ta connexion là. Ouais, souci. Soit en son attention à l'échelle de l'enseignement, s'il n'y a pas le temps de se rapprocher de porteurs scientifiques qui prendraient en charge à ce moment-là, en se disant là il y a des situations tout à fait intéressantes qui font écho à des situations qui sont proposées dans une autre lettre d'intention. Bon, je réagis à chaud. Hein. On n'a pas ça tous rentre dans entendu. le cadre de cette co-construction et de cet accompagnement. Oui. Ça a coupé. On n'a pas tout entendu. Je ne trouve pas la main, mais donc du coup, je réagis aussi un tout petit peu. Mais en fait, le souci aussi, c'est on a toujours manque de temps, etc. Mais je pense qu'on pourrait largement, avec, voilà, si on avait un peu de temps, ou je ne sais pas comment s'organiser, mais avec tous justement ces projets, on a de la matière, je veux dire, pour pouvoir faire aussi peut-être à un moment donné un ouvrage pédagogique, par exemple aux éditions Educagri, voilà, qui permettrait de faire un peu voilà ce côté retour d'expérience, analyse par rapport à voilà les mécanismes connus actuellement et vers quoi on peut peut-être aller. Enfin voilà, c'est sûr que ça vaudrait le coup. Après, comment s'organiser au sein des Cofito ou avec d'autres collègues pour peut-être lancer ça, quoi. Parce que c'est sûr que c'est une façon importante aussi d'avoir des ouvrages pédagogiques un peu simples avec les bases qui mettent en visibilité ces démarches de recherche et les questions qu'on se pose. Voilà, mais après, c'est vrai que moi, la première, hein, je manque de temps aussi, donc voilà, à voir, à réfléchir. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, rédiger des ouvrages aussi pour l'enseignement, ça vaudrait le coup, quoi. Je sais que je prêche un convaincu. Mais on a rédige déjà, en fait, hein, sur Educagri, vous trouverez des ouvrages, justement, où on parle de la combinaison de leviers qui ont été faits par certains collègues. Je pense que là où il y a des sujets intéressants, bon, c'est sur des impasses, quoi, là, actuellement, on est en train de mettre la pression sur la sortie du glyphosate sur ceux qui n'y arrivent pas. On voit bien que c'est des combinaisons de leviers, hein, voilà. Et là, il est certain qu'il y a besoin d'outils méthodologiques pour s'en sortir, quoi. C'est assez complexe, en fait, hein. Donc, ça peut être un exemple, hein, mais il y en a d'autres, à mon avis. Enfin bon, là, je pensais plutôt à des idées sur une coordination entre la recherche, l'enseignement et d'autres partenaires, hein. Ça, c'est pas forcément très fluide. On ne peut que... Là, vous m'entendez, là? Oui. Donc, enfin, je pense que ce que tu dis, Philippe, là, c'est une invitation à ce que d'éventuelles équipes de recherche qui seraient intéressées par candidater sur cette question de capitalisation, qui ont déjà des situations en tête, de se dire que il y en a aussi en lycée agricole, et donc éventuellement de les mobiliser, et soit dès maintenant, soit comme je voulais le dire, si c'est pas fait au départ,
que ce soit fait au moment du séminaire de co-construction, où on identifie, où on invite éventuellement certaines des lettres d'intention à s'élargir, en disant par rapport à la façon dont vous posez les questions et aux situations que vous voulez aborder, il y a des situations en lycée agricole qui pourraient conforter, enrichir cette capitalisation. Donc c'est voilà, je pense que tu lances un appel et je crois que c'est effectivement tout à fait essentiel compte tenu de ce qui s'y fait, du nombre de lycées. Et tu dis bien, ce qui manque aujourd'hui, c'est un peu la prise de recul pour des actions de ressources. Et c'est ça qu'on doit réussir, quoi. C'est ça qu'on doit réussir. Et encore une fois, c'est pour ça que je pense que l'appel et le séminaire de co-construction doivent nous aider à constituer ces consortia assez larges. Qui permettent, et c'est pas, bon, on parle des lycées agricoles, mais je pense qu'il y a aussi plein d'acteurs de terrain qui n'ont pas le temps ou les ressources pour prendre ce recul. Donc c'est ça qu'on doit réussir. C'est pour ça que, bon, Marc le disait tout à l'heure, mais on a besoin de cette complémentarité, et c'est affiché clairement dans la composition des équipes, avec à la fois des acteurs de terrain ou des lycées, et puis des équipes de recherche qui vont faire ce travail un peu méthodo. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions avant de clôturer ce webinaire? Bon, ben, je vous propose du coup de terminer. Donc, merci à tous pour votre participation. L'enregistrement sera rediffusé sur Ecofit Topic. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'intégralité du webinaire, vous pourrez réécouter l'enregistrement. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, en cas de questions, à nous contacter. Donc, l'animation de l'Axe Recherche et Innovation. Nous serons là pour répondre à vos questions. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.